Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons aborder l'alchimie chinoise, le monde à l'envers, le premier volume. On va commencer par les techniques et pratiques alchimiques. Et cela possède plusieurs structures, plusieurs parties, et on va commencer par celle-ci, de la petite circulation céleste à la grande circulation céleste et la fabrication de l'embryon d'or. La petite circulation céleste, souvent appelée orbite microcosmique en Occident, est le moteur de l'alchimie interne taoïste. Sans cette circulation, il est impossible de chauffer le chaudron situé au niveau du nombril et de former ce qu'on appelle l'embryon d'or. C'est l'exercice qui transforme l'énergie brute en énergie spirituelle. Le corps humain possède de nombreux méridiens, mais la petite circulation se concentre exclusivement sur les deux plus importants qui forment une boucle fermée le long du torse et de la tête. Le vaisseau gouverneur, c'est le chemin du yang, le feu. Il part du périnée, monte le long de la colonne vertébrale, passe par la nuque, contourne le sommet du crâne et redescend jusqu'à la lèvre supérieure, ce qu'on appelle le palais. Ensuite, il y a le vaisseau concepteur, le chemin du yin, c'est l'eau. Il part de la lèvre inférieure, descend le long de la ligne médiane de la poitrine et du ventre, passant par le cœur et le nombril, et retourne au périnée. Pour fermer le circuit entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, le pratiquant doit coller la pointe de sa langue au palais, juste derrière les dents. Les taoïstes appellent cela « construire le pont de la pie ». Si la langue n'est pas au palais, l'énergie ne peut pas redescendre et reste bloquée dans la tête, ce qui peut causer des maux de tête. Une fois le corps détendu et la respiration calmée, le pratiquant utilise son attention, c'est-à-dire son intention, le yi, pour guider l'énergie vitale, chi, sur ce chemin. Le point de départ, c'est le foyer. L'attention est concentrée dans le bas-ventre, le dantian inférieur. La respiration profonde génère une chaleur à cet endroit. C'est l'énergie sexuelle et vitale, yin, qui commence à se vaporiser. La descente. Par l'intention, on guide cette chaleur vers le bas jusqu'au point Yu-Win, le périnée situé entre l'anus et les organes génitaux. La montée, c'est l'inspiration. En inspirant lentement, on fait monter l'énergie le long de la colonne vertébrale. C'est la phase la plus difficile car l'énergie doit franchir 3 barrières, des zones où le passage est très étroit dans le dos. Le sommet. L'énergie atteint le point Baihui, c'est-à-dire le sommet du crâne, et emplit le cerveau de lumière et de clarté. La redescente, c'est l'expiration. En expirant, l'énergie traverse le pont, la langue au palais, et redescend doucement le long de la poitrine et du ventre, comme une cascade d'eau fraîche qui vient nourrir les organes internes. Le retour au dantian. L'énergie retourne dans le bas-ventre où elle est stockée.
et le cycle recommence. Donc vous voyez, nous sommes dans un circuit fermé, inspiration, expiration, le long de ce que je viens de vous décrire. Une inspiration, ça monte, et une expiration, ça descend, en tour complet. Faire tourner la petite circulation céleste revient à souffler sur les braises, donc l'exercice en question. Plus l'énergie tourne dans cette boucle, plus elle s'affine, se purifie et chauffe le Dantian. Ce mouvement rotatif continu agit comme la force centrifuge. Il concentre l'énergie pure au centre du ventre jusqu'à ce qu'elle se cristallise pour former la fameuse graine, puis l'embryon d'or. Donc vous voyez bien que l'embryon d'or vient après, puisque grâce à cette petite circulation céleste, il y a une graine qui germe. Dans la lignée de Sun Bu'er, une grande alchimiste de l'époque du Moyen-Âge en Chine, cette pratique est particulièrement douce. On ne force jamais le mouvement de l'énergie avec les muscles, on la guide uniquement avec une pensée aussi légère qu'un fil de soie. C'est ici qu'on retrouve la connexion historique avec le tantrisme et le yoga. Les deux traditions ont découvert la même mécanique du corps subtil, mais elles l'utilisent avec des nuances différentes. La petite circulation céleste taoïste et le pranayama yogique se rejoignent, mais ils diffèrent également. Ce qui est identique, c'est le fond. Il y a le prana, qui est l'équivalent du chi. Dans les deux cas, on ne respire pas seulement de l'oxygène, on fait circuler l'énergie vitale de l'univers. Le prana des yogis et le chi des taoïstes désignent la même force invisible. Ensuite, il y a les nadis, qui équivaut aux méridiens. Le pranayama nettoie les nadis, c'est-à-dire les canaux énergétiques indiens. L'alchimie taoïste nettoie les méridiens, le pont entre le corps et l'esprit. Les deux systèmes ont compris que la respiration est la seule fonction autonome du corps, comme les battements du cœur, que l'on peut aussi contrôler consciemment. Modifier le souffle, c'est donc pirater le système nerveux pour modifier l'état de conscience. Ce qui est différent, c'est la forme et la méthode. Le pranayama classique, comme Kapalabhati ou Bhastrika, utilise souvent des respirations très actives, sonores, saccadées, ou de longues rétentions de souffle Kumbhaka pour forcer l'énergie à se réveiller. L'alchimie interne taoïste, qu'on appelle Neidan, recherche une respiration si fine, si silencieuse et si subtile qu'une plume posée sous le nez du pratiquant ne devrait pas bouger. On ne force jamais le souffle, c'est l'intention, c'est-à-dire le mental, qui guide l'énergie, pas les poumons. Dans le yoga et le tantrisme, on cherche souvent à faire monter la kundalini en ligne droite, depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, à travers le canal central, ce qu'on appelle Sushumna. Dans le taoïsme, l'énergie forme une boucle continue, la petite circulation, comme je vous l'ai décrit précédemment. L'énergie monte par le dos, mais il est crucial de la faire redescendre par l'avant pour la stocker dans le ventre, le dantian. C'est l'équivalent d'un chaudron dans les textes. Au chaudron dans lequel on fait cuire des choses. Si elle reste dans la tête, les taoïstes considèrent que cela crée un déséquilibre, le feu monte à la tête. Le pranayama prépare à la libération de la conscience, ce qu'on appelle le samadhi. L'alchimie taoïste utilise ce souffle en boucle pour cuisiner l'énergie et fabriquer concrètement ce fameux embryon d'or.
la fabrication de l'embryon d'or est telle et belle, eh bien le processus de création et de naissance de ce que l'on appelle le corps de lumière, le corps de gloire ou dans le langage alchimique, la pierre philosophale. Dans le taoïsme alchimique, on utilise des termes très précis pour décrire cette transfiguration du corps astral en lumière pure. Résumons. Le cycle répétitif de la petite circulation céleste forme la première phase, la graine. Ensuite, la graine engendre l'embryon d'or et de ce dernier naîtra le corps de lumière. Ceci est fait par la petite circulation céleste. Cette progression est ce que les anciens textes appellent la voie du retour ou le processus d'inversion. C'est le retour vers l'état pré-céleste. Là où l'être humain ordinaire se disperse et va vers la mort en transformant son énergie en attachement mondain, l'alchimiste remonte le courant de la création. Deuxième phase. La petite circulation céleste raffine ce qu'on appelle l'essence, Ying, pour la transformer en souffle, Qi. Il s'agit donc bien de sublimation du désir. L'énergie psychophysique qui alimente le mouvement de notre corps et de notre psychisme. En sublimant l'essence, Ying, l'énergie dense devient subtile, volatile et s'évapore pour devenir souffle, Qi. C'est la récolte de l'énergie brute, l'allumage du feu dans le corps et la création de la fameuse graine. L'embryon d'or raffine le souffle, Qi, pour le transformer en esprit ensuite, Shen. Le corps entier devient un creuset. L'énergie cesse de circuler pour se condenser, se cristalliser et former une conscience pure, autonome et immortelle à l'intérieur du ventre, le fameux chaudron. Le corps de lumière raffine l'esprit, Shen, pour retourner au vide, Tao. L'embryon est mature, il remonte dans le cerveau, ce qu'on appelle la chambre sombre qui s'illumine, et s'échappe par le sommet du crâne. Le pratiquant transcende la dualité et fusionne avec l'univers. Donc là, c'est la deuxième phase que vous avez vue en premier, c'est la première, la petite circulation céleste. Et cela donne naissance à une graine. Cette graine donne naissance ensuite à l'embryon d'or. Et ensuite, à l'intérieur, il y a tout un processus qui se joue dans le chaudron, c'est-à-dire dans le ventre, le dantian inférieur, comme on dit, et qui équivaut à un creuset alchimique. Et à l'intérieur, il y a une essence qu'on appelle Ying, et cette essence équivaut à l'énergie physique et l'énergie psychique, ce qu'on appelle libido en psychanalyse. Et cette énergie libidinale, qui est de nature, disons, totalisante, puisqu'elle engendre la psychophysique dans sa totalité, eh bien, de cette énergie brute va naître une énergie plus subtile qui va commencer à s'évaporer, c'est-à-dire le Qi. C'est l'évaporation de cette énergie. Et ensuite, par la petite circulation, cette énergie Qi va être récoltée, affinée, travaillée par cette petite circulation. Et cette énergie souffle Qi va se cristalliser et donner naissance à la graine, qui naîtra bien sûr l'embryon d'or par la suite. Donc vous voyez, c'est une technique bien précise. Soyons clairs avec cette technique. Il s'agit bien d'une technologie de la conscience, soit un manuel d'ingénierie extrêmement sophistiqué sur la thermodynamique de l'information. Regardez ce tableau. Étape alchimique. On passe de l'essence au Qi, c'est-à-dire du Yin au Qi.
état thermodynamique du solide au liquide. Rôle cybernétique, décodage des pulsions, libération de la bande passante. Et résultat psychologique, fin de la tyrannie des réactions somatiques, désir et peur. Ensuite, le chi devient chen, esprit, liquide qui devient lumière. Compression des données, création d'un méta-observateur. Résultat psychologique, éveil de la conscience claire, c'est-à-dire l'embryon d'or. Ensuite, le chen retourne au Tao, c'est-à-dire ce vide, cette vacuité du taoïsme. Eh bien, c'est la lumière qui revient à zéro ou au vide. C'est l'effondrement de l'interface, fusion avec le réseau global, transcendance de l'ego et annulation de l'illusion spatio-temporelle. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle aussi le pré-céleste. Mais bon, on va en parler de tout ça. Cependant, avant de faire tourner la petite circulation, il faut avoir quelque chose à faire à tourner. Un adulte normal est considéré comme un chaudron percé car son énergie a fui à cause du stress, du sexe, de la mauvaise alimentation et des émotions. Essayer d'allumer le feu alchimique dans un corps épuisé, c'est comme faire chauffer une casserole vide, elle finit par se fissurer, c'est-à-dire la folie ou maladie. Alors, il y a l'étape Zhuji ou Zhuyi qui peut prendre des années. Cela consiste à réparer les fuites, célibat temporaire, sommeil profond, herbes médicinales et qigong statique pour remplir les réserves de Ying, c'est-à-dire l'essence, jusqu'à ce que le bas-ventre soit littéralement brûlant de vitalité. Une fois la petite circulation maîtrisée, qui ne tourne que dans le buste et la tête, l'alchimiste ne passe pas directement à l'embryon, il doit étendre le circuit. C'est ce qu'on appelle la grande circulation céleste. Et cela consiste à faire déborder cette énergie bouillonnante dans les bras, les jambes et à travers les 8 méridiens curieux. Le corps entier jusqu'au bout des ongles devient lumineux et purifié. Les textes disent qu'à ce stade, la respiration par le nez s'arrête presque totalement au profit de ce qu'on appelle une respiration par les pores de la peau. La grande circulation céleste marque le moment où le corps physique n'est plus un obstacle de chair lourde, mais devient un réseau d'énergie pure et supraconducteur. Pour bien comprendre la magnitude de cette étape, il faut se rappeler ce qui la précède. La petite circulation s'occupait uniquement de faire tourner l'énergie sur l'axe central du torse et de la tête pour allumer le feu. Eh bien, la grande circulation, c'est le moment où le barrage cède. En médecine chinoise classique, nous avons 12 méridiens ordinaires liés aux organes et 8 méridiens curieux ou extraordinaires. La petite circulation n'en utilise que 2, le vaisseau gouverneur dans le dos et le vaisseau concepteur devant. Lorsque le Dantian, le chaudron dans le bas-ventre, est rempli à ras-bord d'une énergie bouillonnante et vibrante, le Qi ne peut plus se contenter du circuit central. Il déborde littéralement. Il s'engouffre dans les 6 autres méridiens curieux qui agissent comme de grands réservoirs de stockage et dans les 12 méridiens des bras et des jambes. L'alchimiste ressent une chaleur liquide ou un fourmillement électrique puissant qui pousse jusqu'au bout de ses doigts et de ses orteils. Le corps entier est irrigué.
L'énergie Qi, chauffée par l'alchimiste, est de nature pure, yang, lumineuse, légère, incorruptible. En pénétrant dans les membres, elle chasse l'énergie yin, les toxines, la lourdeur astrale, les maladies et les mémoires traumatiques enfouies dans la chair. C'est ce qu'on appelle le lavage de la moelle. Le corps physique de l'adepte commence à changer de densité. Ceux qui atteignent ce stade rapportent une sensation d'apesanteur, comme si leurs os étaient faits de lumière ou de jade creux. C'est sans doute le phénomène qui intrigue le plus la science moderne. Lorsque la grande circulation est active, le métabolisme de l'alchimiste chute de manière vertigineuse, ce que la neurologie appelle un état d'hypométabolisme extrême. Le besoin d'oxygène s'effondre. Le pratiquant entre alors dans l'état de respiration embryonnaire. Le souffle par les narines devient si fin qu'un cheveu placé devant le nez ne bougerait pas. Parfois, il s'arrête presque totalement pendant de longues minutes. Comment le corps survit-il ? Les taoïstes expliquent que les millions de pores de la peau s'ouvrent. L'adepte ne respire plus par l'air physique, il absorbe directement l'énergie vitale cosmique par la surface de son corps, exactement comme un fœtus dans le ventre de sa mère qui ne respire pas par ses poumons, mais absorbe la vie par son cordon ombilical et son environnement liquide. Le corps respire la matrice de l'univers. Et là, nous sommes dans un embryon cosmique à ce niveau-là. Donc, nous sommes l'équivalent d'un embryon, c'est le germe, qui commence à se former au sein du cocon cosmique et nous respirons, enfin le taoïste respire dans ces techniques à la manière des embryons. D'où le terme de germe. C'est à ce moment précis, lorsque le corps entier est devenu de l'énergie lumineuse et que le souffle physique s'est arrêté, que l'incubation de l'embryon d'or peut véritablement commencer en toute sécurité dans l'immobilité. Une fois que la grande circulation a purifié le corps physique et que la respiration s'est arrêtée, le corps du pratiquant n'est plus qu'une coquille, un laboratoire parfaitement silencieux. À l'intérieur, un événement extraordinaire va se produire. Pour qu'un embryon naisse, il faut une matrice. Dans l'anatomie occulte taoïste, cet espace s'appelle la cour jaune. Souvenez-vous du texte dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, qui s'intitule La cour jaune de l'empereur. Nous y sommes, nous y sommes. Il est situé exactement au centre du corps, généralement entre le nombril et le plexus solaire derrière l'estomac. C'est le centre de gravité spirituelle associé à l'élémentaire. Le pratiquant y fixe toute son attention, comme s'il scellait hermétiquement un chaudron pour que rien ne s'en échappe. Dans la nature, la vie naît de l'union du masculin et du féminin. Dans le laboratoire alchimique, l'adepte réalise cette union à l'intérieur de lui-même. Il doit forcer deux énergies polaires, purifier l'orbe de l'étape précédente, à se rencontrer dans la cour jaune. Le tigre blanc, c'est le yin purifié. Il symbolise l'énergie vitale condensée, l'instinct de vie associé au poumon et à l'élément métal. Le dragon vert, le yang purifié,
Il symbolise la conscience claire, l'esprit enflammé, associé au foie et à l'élément bois. Normalement, ces forces s'opposent. L'alchimiste utilise sa volonté, l'élémentaire, pour les forcer à fusionner. Dans ce choc énergétique que les textes décrivent comme un violent orage intérieur avec des flashs de lumière et des grondements sourds, naît une étincelle, la graine de l'embryon d'or. C'est le moment le plus dangereux. Une fois la graine formée, l'alchimiste doit cesser tout effort volontaire. Il plonge dans un état de transe appelé Rundun. Le Rundun est l'état de l'univers avant le Big Bang. Un vide plein, indifférencié. Le pratiquant perd la notion de son corps, de l'espace et du temps. Son métabolisme est en biostase, comme une hibernation extrême. Les textes anciens parlent de pratiquants dont le pouls devient indétectable et dont le corps devient froid comme du bois mort. Si, pendant cette période, symboliquement appelée les 10 mois de gestation, une seule pensée mondaine, désir, peur, ego, traverse l'esprit de l'adepte, le seau du chaudron se brise. L'énergie fuit et l'embryon se dissout instantanément. Si le silence est maintenu, la lumière intérieure se condense jusqu'à prendre forme. L'embryon devient l'enfant spirituel. Le pratiquant ressent littéralement la présence d'une seconde conscience, d'un vrai moi lumineux et parfaitement pur logé dans son ventre. Cet enfant spirituel se nourrit exclusivement du chi cosmique. Il est le corps de lumière en miniature. Une fois que cet enfant de lumière est pleinement formé dans le ventre, il ne peut pas y rester éternellement. Il doit être éduqué, puis remonter vers le sommet du crâne pour la fameuse étape de l'illumination visuelle dont nous avons parlé. Cet embryon est décrit comme un autre nous-mêmes et il est parfait et immortel. Pour aider l'embryon d'or à se former et pour tuer les 3 vers dont nous allons bientôt parler, les taoïstes ajoutent une contrainte physique extrême, le bigou, littéralement éviter les grains. Il s'agit d'arrêter de manger des glucides lourds, riz, blé, puis de la nourriture solide pour ne se nourrir que d'herbes sauvages, de rosée et finalement de manger le chi, c'est-à-dire l'air et la lumière. C'est ce qui permet au corps physique de devenir assez pur et léger pour supporter la vibration du corps de lumière. Une fois le corps de lumière formé, le travail n'est pas tout à fait fini. Si l'esprit sort par le sommet du crâne trop tôt, il peut se perdre. L'alchimiste doit s'asseoir face à un mur de pierre dans une grotte, en hommage au patriarche Bodhidharma qui l'a fait pendant 9 ans, pour l'étape finale. Raffiner le vide pour fusionner avec le Tao. C'est la dissolution totale de l'ego. L'embryon ne fait plus qu'un avec l'univers entier. La différence entre le corps astral et le corps de lumière. Dans l'alchimie interne, tout le monde possède déjà un équivalent du corps astral, mais il est considéré comme imparfait. Le but de l'alchimie est de le transfigurer. Le yin-shen, l'esprit yin, le corps astral ordinaire, c'est le corps subtil avec lequel nous faisons des rêves lucides ou des voyages astraux spontanés. Pour les taoïstes, ce corps est yin. Il est vaporeux, instable, sujet aux émotions et, surtout, il finit par se dissoudre après la mort physique. C'est un fantôme. Le yang-shen, l'esprit yang pur, c'est-à-dire le corps de lumière, c'est la version transfigurée. Par la pratique de la petite circulation céleste, le feu alchimique,
On cuit le corps astral pour en extraire toutes les impuretés, le yin. L'embryon d'or qui grandit devient le yang shen. Il est fait de pure lumière, il est indestructible, rayonnant et totalement conscient. L'embryon d'or est donc le stade fœtal du corps de lumière. L'alchimie taoïste est la technologie qui permet de transformer le plomb, le corps astral ordinaire, lourd et émotionnel, en or, le corps de lumière immortel. Ce qui est fascinant dans la voix de Sun Bu'er et du Quanzhen, c'est que cette lumière n'est pas qu'une métaphore poétique. Les textes décrivent des phénomènes très concrets lors de l'aboutissement de cette pratique. Le pratiquant voit littéralement son intérieur s'illuminer comme en plein jour. Une lumière dorée ou blanche inonde la chambre sombre, le cerveau. On dit métaphoriquement, et parfois littéralement dans les légendes, que le maître accompli ne projette plus d'ombre, car son corps physique lui-même a été imprégné par la vibration de ce corps de lumière. En alchimie interne, lorsque l'essence, yin, et le souffle, qi, sont entièrement sublimés et montent dans le palais de la boue, c'est-à-dire le centre du cerveau, le pratiquant, dans le noir total, expérimente de réels phénomènes de photisme. Le mental s'étant arrêté, l'esprit, shen, cristallisé, est perçu de l'intérieur comme un soleil éclatant ou une perle incandescente illuminant le crâne. Ce n'est pas une hallucination, c'est le signe neurologique que l'embryon d'or est mature. Le texte le plus célèbre à ce sujet s'intitule d'ailleurs « Le secret de la fleur d'or », un manuel ésotérique attribué au grand immortel Lu Dongbing. Pour les taoïstes, l'esprit conscient, Shen, est littéralement de la lumière. Chez un être humain ordinaire, cette lumière en mode par défaut, elle fuit vers l'extérieur. Dès le réveil, notre énergie spirituelle s'échappe par nos sens et principalement par nos yeux, qui sont considérés comme les fenêtres de l'esprit. En regardant le monde, en désirant des objets, en lisant, en nous inquiétant, notre lumière s'éparpille dans le monde matériel. C'est ce qui épuise notre vitalité et mène au vieillissement puis à la mort. Pour créer l'embryon d'or, l'alchimiste doit stopper cette hémorragie. La technique fondamentale s'appelle le Rui Guang, tourner la lumière à l'envers ou regarder vers l'intérieur. Il s'agit de s'asseoir, de baisser les paupières sans les fermer totalement pour garder un mince fil de lumière physique et ne pas tomber dans la somnolence, et de retourner son regard vers l'intérieur du corps en fixant son attention sur sa propre respiration et sur les champs de cinabre, les dantian. L'adepte oblige la lumière spirituelle à opérer un demi-tour. Au lieu de se dissiper, elle commence à s'accumuler. Au fur et à mesure que l'énergie ne fuit plus et se condense par la méditation, le pratiquant va traverser 3 phases lumineuses précises. Stade 1. La neige fondante ou les étincelles. Au début de la pratique, lorsque l'essence yin commence à se transformer en souffle qi, la chambre sombre, le cerveau, est remplie d'apparitions fugaces. Les textes parlent d'étoiles filantes, de lucioles ou de neige qui tombe. C'est le signe que l'énergie s'éveille, mais qu'elle est encore instable et dispersée. Stade 2. La clarté lunaire, le yin affiné. Lorsque le mental est enfin dompté et que la respiration devient imperceptible, la fameuse technique de Ru Hai, la lumière se stabilise. Elle prend l'aspect d'un halo blanc et froid, semblable à la lumière de la pleine lune, brillant devant les yeux clos. C'est la manifestation de l'énergie originelle qui a été purifiée de ses scories émotionnelles. Stade 3. Le soleil ou la fleur d'or,
le yang pur. C'est l'aboutissement. L'énergie du bas, l'eau des reins, et l'énergie du haut, le feu du cœur, fusionnent. L'esprit Shen cristallise dans le palais de la boue, c'est-à-dire le centre de la tête. À ce moment-là, la lumière lunaire éclate et se transforme en une lumière dorée, radieuse et chaude, semblable à un soleil intérieur. C'est l'éclosion de la fleur d'or. L'embryon spirituel est formé. Selon les anciens maîtres, celui qui parvient à maintenir cette fleur d'or ouverte est capable de séparer son esprit de son corps physique, c'est l'immortalité.
Deuxième partie. Nous pouvons établir un parallèle entre les descriptions des textes alchimiques taoïstes et les expériences phénoménologiques liées à la DMT. Dans l'anatomie taoïste, la chambre sombre, où se forme la lumière, le palais de la boue, correspond physiquement à l'emplacement de la glande pinéale et du troisième œil. C'est précisément là que la science moderne soupçonne le cerveau humain de synthétiser des métabolites endogènes proches de la DMT lors de la naissance, de la mort ou d'états modifiés de la conscience extrême. Dans les textes de l'alchimie ancienne, notamment l'école Shang-Qing, l'adepte qui s'illumine ne se trouve pas seul dans le vide. Le monde grouille d'intelligence séparé en deux catégories. Il y a les dieux corporels dans le microcosme. Pour les taoïstes, notre corps est un vaisseau spatial qui abrite littéralement 36 000 divinités. Lorsque la lumière alchimique s'allume, les textes décrivent que l'adepte voit ces entités à l'intérieur de lui. Elles ont des noms, des vêtements de couleurs spécifiques, et on peut dialoguer avec elles. Par exemple, le dieu du cœur est souvent décrit comme un seigneur vêtu de rouge. Ce phénomène rappelle fortement la rencontre avec les entités mécaniques ou les lutins lors des expériences sous DMT, des intelligences perçues comme autonomes, mais intimement liées à la machinerie corporelle. Ensuite, il y a les immortels, c'est-à-dire les seigneurs stellaires et filles de jade. On est dans le macrocosme. Lors des vols astraux, le pratiquant rencontre des êtres de lumière. Ce sont des entités qui ont transcendé la matière. On les appelle les Zenren ou hommes vrais. Elles ne viennent pas d'une autre galaxie matérielle, dite extraterrestre, mais d'une autre densité de conscience. Elles se présentent souvent pour transmettre des textes sacrés ou des talismans brillants à l'esprit du méditant. La physique taoïste est profondément interdimensionnelle. L'univers n'est pas qu'un espace infini avec des planètes, il est constitué de fréquences ou de strates. Les 36 cieux. Le cosmos taoïste est composé de 36 dimensions superposées. Plus on monte dans ces cieux, plus la matière y est subtile jusqu'à atteindre les cieux de la pureté suprême qui ne sont constitués que de sons primordiaux et de rayons lumineux sans aucune forme solide. L'embryon d'or est le véhicule conçu pour naviguer dans ces fréquences. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les grottes cieux, Tongtian. C'est sans doute le concept le plus proche de nos dimensions parallèles ou de la science-fiction. Les taoïstes affirment que cachés à l'intérieur de certaines montagnes, ou même à l'intérieur d'une simple calebasse, se trouvent des failles temporelles. Si vous y entrez, vous découvrez des mondes entiers, avec leurs propres soleils et leurs propres étoiles. Le temps n'y coule pas à la même vitesse. Un jour passé dans un Dongtian peut équivaloir à 100 ans sur la Terre. C'est une métaphore, et parfois une croyance littérale, pour désigner des états de conscience dilatés. Que l'on regarde les 36 cieux du taoïsme ou les 36 tattvas du shivaïsme du Cachemire, c'est-à-dire le tantrisme, nous ne sommes pas face à deux mythologies concurrentes. Nous regardons exactement le même manuel d'ingénierie vibratoire traduit dans deux interfaces culturelles différentes. C'est à travers les états de conscience modifiés que l'aspirant
ôte le voile des dimensions superposées et découvre les entités qui résident sur ces plans. Dans l'alchimie interne de haut niveau, l'apparition soudaine d'entités, qu'elles soient monstrueuses ou angéliques, et la vision de mondes magnifiques lors de l'illumination du cerveau sont appelés des mots, c'est-à-dire démons de l'esprit ou illusions. Les maîtres avertissent, citation, « Lorsque l'énergie yin commence à se dissoudre face au yang naissant, elle créera des hallucinations majestueuses. Vous verrez des fées, des bouddhas, des palais de jade, des ancêtres ou des démons terrifiants. Si votre esprit ressent de la peur, vous tombez dans la folie. Si votre esprit ressent de la joie et s'attache à ces visions, votre énergie fuira de nouveau et l'embryon mourra. » La consigne stricte est de rester totalement indifférent. Le pratiquant doit ignorer ces entités interdimensionnelles, les traverser sans réagir pour se concentrer uniquement sur la lumière originelle sans forme. Pour les taoïstes, s'arrêter pour discuter avec une entité lumineuse dans son cerveau, c'est comme s'arrêter pour regarder un beau paysage au lieu de continuer à grimper jusqu'au sommet de la montagne. Notre corps est une usine biochimique d'une complexité vertigineuse, gérée par le système nerveux autonome. En temps normal, notre conscience n'y a pas accès. Nous ne pensons pas à faire battre notre cœur ou à filtrer notre sang. Cependant, lors d'une méditation extrême, Neidan, ou sous l'effet d'antéogènes, DMT, ayahuasca, etc., les barrières neurologiques, le réseau du mode par défaut, s'effondrent. La conscience est soudainement inondée par les données internes du corps. Ce que la biologie moderne appelle le microbiome ou le système nerveux entérique, notre deuxième cerveau, les alchimistes taoïstes l'expérimentent de l'intérieur par la méditation profonde. Pour eux, l'être humain n'est pas un jeu monolithique tombé du ciel dans une machine de chair. Le corps est un empire, ou plutôt un microcosme cosmique peuplé de fonctionnaires, de généraux, d'empereurs, mais aussi de parasites terroristes. Dans la vision alchimique et la médecine chinoise qui en découle, notre personnalité n'est pas logée uniquement dans notre cerveau, elle est le résultat d'un comité d'administration composé de 5 grandes intelligences réparties dans nos organes vitaux. Les alchimistes dialoguent littéralement avec ces instances. Il y a d'abord le Shen, c'est l'empereur, logé dans le cœur. C'est la conscience globale, la présence lumineuse. Si l'empereur est calme, tout l'empire obéit. S'il s'agite, c'est la panique générale. Ensuite, il y a le Run, ce qu'on appelle l'âme éthérée, logée dans le foie. C'est l'intelligence responsable de l'imagination, des rêves, de la vision à long terme et du courage. Quand on dort, le Run voyage hors du corps. Ensuite, il y a le Po, c'est l'âme corporelle, logée dans les poumons. C'est l'intelligence animale, instinctive, liée à la survie immédiate, aux réflexes de douleur et à l'attachement matériel. Elle est lourde et veut retourner à la terre. Ensuite, il y a le Zi, c'est la volonté,
logé dans les reins. C'est la batterie de survie, la force d'inertie face au danger, l'endurance profonde. Ensuite, il y a le yi, la pensée intellectuelle logée dans la rate, l'intelligence qui analyse, digère l'information et mémorise. L'alchimiste se rend compte que nos conflits intérieurs, exemple, je veux méditer mais j'ai faim et j'ai peur, ne sont pas des faiblesses morales, mais des débats réels entre le pot, qui a faim et s'agite, et le rune, qui veut s'élever. Le travail de l'alchimiste consiste à réunir ce comité autour d'une seule table pour fusionner leurs énergies. C'est ici que l'alchimie devient fascinante et presque science-fictionnelle. Les taoïstes affirment que notre corps héberge des entités parasites mortelles qui ont leurs propres agendas. Les trois fameux vers des textes alchimistes résident dans les trois centres d'énergie. D'abord le dantian, la tête, supérieur, médian et inférieur. Supérieur, médian et inférieur. Il y a la tête, poitrine et le bas-ventre. Voilà, les trois axes. Leur but biologique. Ils veulent notre mort physique. Pourquoi ? Parce que tant que nous sommes en vie, ils sont prisonniers de notre chair. À notre mort, ils sont libérés pour se fondre dans le cosmos en tant que fantômes. Leur méthode ? Pour accélérer notre décès, ils piratent notre système nerveux pour nous pousser aux excès. Le ver de la tête provoque l'anxiété et les désirs de richesse. Le ver de la poitrine déclenche la gourmandise, la gloutonnerie et les maladies cardiaques. Le ver du ventre attise la luxure et l'épuisement de l'énergie sexuelle. Le pirate informatique céleste. Selon les textes anciens, tous les 60 jours, la nuit de Geng Shen, lorsque vous dormez, ces trois vers quittent votre corps pour aller faire un rapport au Dieu des étoiles en dénonçant vos péchés pour que votre espérance de vie soit raccourcie. C'est pour tuer ces intelligences parasites que les anciens ermites pratiquaient le bigou, l'abstinence de céréales. Ils avaient compris empiriquement, et la science du microbiote l'étudie aujourd'hui avec le sucre, que l'alimentation lourde nourrissait physiquement ces pulsions. En jeûnant et en absorbant l'énergie lumineuse, ils affamaient la colonie de vers pour libérer l'empereur, Shen. La grande révolution des écoles alchimiques plus récentes, c'est d'avoir compris que se battre en permanence contre son propre corps, tuer les vers, forcer les organes, était une erreur. Le corps n'est pas un ennemi à vaincre, c'est un royaume fracturé à unifier. En pratiquant l'immobilité et l'écoute du souffle, comme Ru Hai, on arrête de nourrir les dissensions internes. Les milliers de divinités, de lutins et de pulsions se calment, s'harmonisent et finissent par se fondre en une seule vibration originelle, le Chi pur. Ce qui revient à dire que la conscience humaine est une concrécence unificatrice qui unifie la multitude d'intelligences présentes dans son propre corps. Il convient de dire que le jeu humain est une propriété émergente. C'est le résultat d'une chorégraphie. L'empereur, Shen, notre jeu conscient, n'est rien sans l'armée des 36 000 divinités. L'intelligence de nos cellules, de nos bactéries, de notre système nerveux. Ce que les taoïstes appellent les dieux corporels ou les démons, la psychiatrie et la psychanalyse du XXe et XXIe siècle l'appellent des sous-personnalités, des complexes autonomes ou des parts.
C'est une révolution dans la psychologie occidentale, car pendant très longtemps, on a cru que l'esprit humain sain devait être une seule personnalité lisse, et que le fait d'avoir plusieurs voix intérieures était le signe d'une pathologie, comme la schizophrénie ou le trouble dissociatif de l'identité. Aujourd'hui, les courants les plus avancés de la psychologie affirment exactement l'inverse. L'esprit sain est une multitude bien gérée. L'approche du psychanalyste Roberto Assagioli est à cet égard très révélatrice. Assagioli disait que nous avons tous en nous le saboteur, l'enfant blessé, le juge, le héros, etc. Le but de la psychosynthèse de cet auteur n'est pas d'éliminer ces rôles, mais de trouver le soi central, le chef d'orchestre, pour que toutes ces sous-personnalités jouent la même partition. Bien, chez les taoïstes, ce chef d'orchestre s'appelle le Shen, c'est-à-dire l'empereur lumineux du cœur. Il y a tout de même une différence majeure entre la psychanalyse occidentale et l'alchimie taoïste, et c'est ce qui rend l'approche chinoise si unique, la somatisation. Pour un psychanalyste, ces sous-personnalités sont des constructions mentales logées dans le cerveau ou l'inconscient. Eh bien, pour un taoïste, ces sous-personnalités habitent littéralement nos organes de chair. En d'autres termes, l'inconscient se compose de sous-personnalités logées dans les organes. Si notre sous-personnalité colérique prend le pouvoir, elle ne va pas seulement affecter notre humeur, elle va engorger physiquement notre foie, ce qui va bloquer notre digestion, créer des tensions dans nos tendons et nous donner des migraines. La thérapie par la parole occidentale ne suffit donc pas. Il faut aussi utiliser le souffle, le qi, le mouvement corporel et l'acupuncture pour déloger physiquement la sous-personnalité en crise et ramener l'énergie à l'empereur. L'inconscient est une collectivité. La psychologie des profondeurs, la neurobiologie, la phénoménologie des psychédéliques et les expériences d'alchimie interne chinoise s'unissent dans cette approche par le prisme de la fonction imaginative. Les entités perçues sous DMT, ou ayahuasca, psilocybine à haute dose, sont, selon cette grille de lecture, les avatars visuels de nos sous-personnalités et de nos processus biologiques autonomes. Pour comprendre pourquoi une angoisse refoulée ou une fonction cellulaire prend soudainement la forme d'un reptilien ou d'un lutin, il faut comprendre comment le cerveau traduit l'information. Sous DMT, le cortex préfrontal, le siège de notre moi rationnel et du langage, est désactivé. Le cerveau ne peut plus utiliser de mots pour s'expliquer à lui-même ce qui se passe. Il est obligé d'utiliser le langage le plus ancien de l'évolution, l'image, le mythe et le symbole. C'est-à-dire que les données somatiques se spatialisent en passant par la fonction imaginative et communiquent avec la conscience en usant du langage par image, lequel est soutenu par le symbole. En d'autres termes, l'intelligence corporelle qui résulte des états organiques produit une certaine qualité de fluctuation énergétique. La fluctuation donne jour à l'inconscient humain et elle n'est pas toujours harmonique puisque les sous-personnalités ne sont pas en accord entre elles. L'être humain est symbiotique tant du point de vue organique que psychique. Au niveau organique, les sous-personnalités sont dans un état assimilé à des données, à de l'information. Elles prennent forme lorsqu'elles passent par la fonction imaginative.
Pourquoi un reptilien ou un insecte? Parce que ces sous-personnalités opèrent depuis l'étage le plus primitif de notre neurologie, le tronc cérébral et l'amygdale, souvent appelé le cerveau reptilien. Elles n'ont pas d'empathie humaine, elles sont froides, territoriales, hyper vigilantes et agissent par réflexe conditionné exactement comme un insecte ou un lézard. Sous DMT, lorsque nous rencontrons nos propres instincts de survie traumatique ou une colère ancienne, notre cortex visuel lui donne littéralement le visage d'un prédateur reptilien ou d'une menthe religieuse géante. Quant aux lutins mécaniques, Machine Elves, ils apparaissent comme les managers somatiques. Ce sont les visions les plus célèbres de la DMT. Des petites entités grouillonnantes, joyeuses, mais indifférentes à votre ego, qui manipulent des machines géométriques, des rouages ou des fils de lumière. En psychologie, ce sont nos parts organisatrices, celles qui maintiennent la structure en arrière-plan sans jamais s'arrêter. Biologiquement, c'est la rencontre de notre conscience avec l'intelligence de notre système nerveux autonome, de notre système immunitaire ou de notre ADN. Pourquoi des mécaniciens? Parce que l'activité cellulaire et neurale est une machinerie implacable. Ces lutins nous montrent qu'ils sont en train de construire ou de réparer la réalité de notre corps et de notre esprit, seconde par seconde. Ils chantent ou cliquent parce que l'ADN et les réseaux neuronaux fonctionnent par fréquence et impulsion électrique rythmique. Si les reptiliens et les lutins mécaniques de la DMT sont des fonctions somatiques, cela change radicalement l'approche de l'esprit humain. Cela signifie que la maladie mentale, l'anxiété ou la dépression ne sont pas des pannes du cerveau, mais des conflits diplomatiques entre des entités intérieures qui essaient toutes, à leur manière maladroite et parfois terrifiante, de maintenir le système en vie car nous sommes des êtres symbiotiques. C'est exactement ce que nous montrent les alchimistes taoïstes, la psychologie fondée sur les sous-personnalités et les entéogènes. Il ne faut pas oublier que nous entrons également en contact avec ces entités lorsque nous rêvons. C'est le même processus. Tout comme ces entités ne se trouvent pas dans un ailleurs, les mondes où elles résident ne sont pas également dans un autre part géographiquement. Ces mondes sont superposés aux nôtres comme des fréquences radio. Ces entités ne vivent pas sur une exoplanète dans une autre galaxie. Elles vivent dans notre organisme, mais elles prennent un visage après que ces données somatiques passent par le prisme de la fonction imaginative. Dans cette optique, la fonction de l'imagination ne consiste pas à créer des hallucinations, ni même à rêvasser, mais bien à donner une image perceptible aux données somatiques. Et c'est l'observateur qui perçoit ces données à travers des images mentales. Sous DMT, en méditation Neidan, profonde ou lors d'un rêve, le cerveau se met au diapason avec la fonction imaginative. En temps normal, notre cerveau filtre 99% des informations internes de notre corps. C'est le rôle du réseau de mode par défaut. Le chef d'orchestre de notre ego. Son travail est de maintenir l'illusion que nous sommes un individu unifié et de censurer le bruit des organes, des cellules, du système nerveux autonome pour que nous puissions nous concentrer et prêter attention sur nos activités quotidiennes. Lors d'une méditation alchimique profonde, lorsque le souffle s'arrête ou sous l'effet de la DMT, ce filtre est temporairement désactivé. Le barrage cède. Soudain, la conscience de veille est inondée par un tsunami de données internes brutes. L'activité frénétique de l'ADN, la circulation sanguine, les contractions de l'intestin, les résidus de traumatisme anciens stockés dans l'amygdale, le néocortex, la partie de notre cerveau qui utilise les mots et la logique, est en sourdine. La conscience normative, qui articule sa pensée par des mots, se retrouve face à l'immense symphonie du corps. C'est alors qu'elle cède sa place à une conscience modifiée qui articule sa pensée par image.
Lorsque la conscience est inondée par l'intelligence autonome du corps, le cortex visuel, qui est surstimulé par la DMT ou la concentration méditative, traduit l'information énergétique en images à la manière des rêves. Elle ressent une activité grouillonnante, intelligente et structurée, la réparation cellulaire. Elle lui donne un corps. Cela devient des lutins mécaniques constructeurs. Elle ressent une peur archaïque, une contraction liée à la survie, le tronc cérébral. Elle lui donne un visage. Cela devient un reptilien froid ou un démon. Elle ressent l'énergie vitale pure et rayonnante du rythme cardiaque. Cela devient le seigneur rouge de l'alchimie taoïste ou un ange de feu. En observant notre propre monde organique, la conscience observe sa propre énergie somatique agir et prendre forme. C'est pourquoi un chaman amazonien verra l'intelligence de son ADN sous la forme de 2 serpents géants entrelacés, un taoïste verra un dieu fonctionnaire en robe de soie géométrique et un occidental baigné de science-fiction verra des aliens manipulant des ordinateurs de cristal. L'habit change, mais la fonction biologique incarnée reste exactement la même, car l'image perçue découle de notre propre matière psychique, laquelle puise les données des images dans notre culture. Le composant organique, c'est-à-dire le hardware, qui spatialise l'information, c'est-à-dire la fonction imaginative, porte un nom en neurobiologie. C'est le cortex visuel primaire V1, situé dans le lobe occipital à l'arrière de notre tête. La caractéristique fondamentale de la zone V1 est d'être rétinotopique. Cela signifie que son architecture neuronale est littéralement une carte spatiale de notre champ de vision. Si 2 points lumineux sont proches dans l'espace physique, ils activeront 2 neurones physiquement proches dans la zone V1. En temps normal, les yeux envoient des photons à V1, qui les affichent dans l'espace. Mais V1 n'a pas besoin d'yeux pour fonctionner. Sous DMT ou en privation sensorielle, méditation profonde, le thalamus, le garde de triage du cerveau, bloque les signaux venant des yeux. Mais le cerveau est inondé par l'excitation interne, les émotions, la mémoire, le rythme biologique. Cette énergie brute vient frapper le cortex V1 par l'arrière. V1, en bon moteur graphique, n'a qu'une seule façon de traiter une information électrique. Il l'assigne à des coordonnées spatiales sur sa carte rétinotopique. C'est le cœur du mystère mathématique. Comment un bruit électrique interne peut-il générer des formes géométriques parfaites plutôt qu'une simple neige visuelle comme sur une vieille télévision? La réponse a été trouvée par le génie des mathématiques Alan Turing en 1952 avec ses équations de réaction-diffusion. Turing a prouvé mathématiquement qu'à partir d'un système totalement uniforme et sans forme, un liquide chimique ou un réseau de neurones, l'interaction entre 2 substances, l'une qui active, l'autre qui inhibe, va spontanément se déstabiliser pour créer des structures spatiales stables, des rayures, des taches, des labyrinthes. C'est ce qui crée les rayures du zèbre et les taches du léopard. Eh bien, dans notre cerveau, les neurones excitateurs et inhibiteurs jouent ce rôle. Lorsque l'information, c'est-à-dire l'excitation, s'emballe, la chimie du cortex V1 s'auto-organise spontanément en géométrie. L'information n'a pas choisi d'être un mandala. La géométrie fractale est la seule solution mathématique stable pour dissiper cette surdose d'énergie.
Les biomathématiciens Bard Ehrmantraut et Jack Cowan ont modélisé l'architecture exacte du cortex V1 sur ordinateur. Ils y ont injecté un bruit blanc, une excitation électrique aléatoire et ont appliqué les équations de Turing. Résultat, l'ordinateur a géré spontanément des tunnels, des toiles d'araignée, des spirales et des grilles. Le calcul prouve que l'architecture du cerveau spatialise mécaniquement l'excitation. Si l'on admet, preuve à l'appui, que notre cerveau passe son temps à construire un espace virtuel hyper réaliste pour donner un visage à nos processus invisibles, alors nous avons une piste d'investigation. Les signaux électriques produisent des oscillations, des vibrations et des ondes. C'est la piste d'investigation que l'on va faire. De plus, l'appareil spatialisateur de notre cerveau agit rigoureusement comme une plaque cymatique. En cymatique, un archer frotte un archet sur le bord d'une plaque de métal ou un haut-parleur émet une onde sonore. C'est une fréquence invisible, une vibration pure dans le temps. Et bien dans le cerveau, un organe, le cœur, une émotion de survie, l'amygdale, ou une mémoire génère une décharge de neurotransmetteurs. Cela crée une onde électromagnétique, des ondes alpha, θ ou gamma. C'est la pulsion électrique invisible. Et bien en cymatique, la vibration voyage dans une plaque de métal. Parce que la plaque a des bords définis, la vibration ne peut pas s'échapper à l'infini. Elle rebondit sur les bords. Dans le cerveau, la vibration électrique voyage dans le réseau de neurones corticaux, le cortex visuel V1 ou l'hippocampe. Le cerveau est physiquement contenu dans la boîte crânienne. C'est un système fermé ou fini. Quand les ondes rebondissent dans le médium fermé, la plaque ou le crâne, elles se croisent. Lorsqu'elles se croisent, elles créent des interférences. Par endroits, elles s'annulent, zone de repos, et par endroits, elles s'additionnent, zone de vibration maximale. Cela crée ce qu'on appelle une onde stationnaire. La vibration arrête d'avancer, elle gèle sur place. En cymatique, le sable placé sur la plaque est chassé des zones de vibration et s'accumule dans les zones de repos, les nœuds. Une figure géométrique parfaite, un mandala, une étoile, apparaît. Le son s'est spatialisé. Dans le cerveau, les neurones du cortex V1, qui sont organisés de manière spatiale, comme la plaque, sont activés ou inhibés par l'onde stationnaire. Les zones d'activation deviennent les pixels lumineux de notre vision intérieure. La pulsion biologique s'est spatialisée. C'est le même mécanisme. Elle devient une grille, un tunnel, une fractale ou une entité. Le neurologue Heinrich Klüver a découvert que notre cortex visuel possède une architecture de base qui, lorsqu'elle est stimulée par de l'énergie interne pure, sans image extérieure, produit inévitablement ce qu'il a appelé des constantes de forme, des toiles d'araignée, des tunnels, des spirales et des grilles. Lorsque l'énergie de notre corps monte dans notre cerveau, elle fait vibrer le cortex visuel qui traduit cette fréquence en géométrie complexe, lesquelles s'assemblent ensuite pour former des entités sous l'action de notre mémoire. Le cortex visuel crée un avatar 3D pour la sous-personnalité, les fonctions physiologiques et chimiques. Si c'est cette sous-personnalité, par exemple un gardien colérique ou un enfant intérieur terrifié, reste à l'état de fréquence invisible dans notre corps, nous ne ressentons qu'une angoisse diffuse ou une tension musculaire. Nous ne pouvons pas dialoguer avec elle.
C'est ici que l'appareil spatialisateur, c'est-à-dire le cortex visuel, intervient pour fournir un avatar de communication à cette sous-personnalité. Lorsque la fréquence de cette part fracturée frappe l'écran de notre esprit, sous méditation, DMT ou lors de rêve, le cerveau traduit l'intention, l'âge et la douleur de cette part en traits visuels. Les protecteurs managers. Leurs fréquences sont rigides, structurées, obsessionnelles. Ils veulent tout contrôler pour que vous ne souffriez plus. Sur l'écran de votre esprit, ces fonctions organiques se manifestent sous les traits d'entités technologiques, de machines, d'insectoïdes, froids ou de dieux fonctionnaires. Ils construisent des murs. Les pompiers, exilés en crise. Leurs fréquences sont lourdes, brûlantes, liées à la survie archaïque, la fuite ou l'attaque. Lorsqu'ils apparaissent, ils prennent l'avatar d'un reptile, d'un loup ou d'un monstre agressif. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que c'est la seule interface visuelle qui traduit fidèlement leur désespoir ou leur besoin de vous défendre agressivement. Le cerveau utilise bien la biophysique des ondes, c'est-à-dire la cinématique, pour sculpter notre espace intérieur. Mais qui fait vibrer l'onde ? Eh bien, c'est nous. Ou plutôt, les fragments de nous-mêmes qui attendent d'être écoutés et des fonctions organiques. Cependant, si nous nous arrêtons là, nous serions dans un modèle matérialiste. Or, la réalité est beaucoup plus complexe et plus subtile que cela. L'entité que nous voyons n'est pas un habitant d'une autre dimension qui vient nous rendre visite. C'est une interface visuelle générée par le matériel de notre cerveau pour nous permettre de voir et d'interagir avec les processus automatiques et énergétiques de notre propre corps. Le processus par lequel une information grammée dans les organes humains et appartient au système de gestion corporelle se spatialise reste encore un domaine assez nouveau pour les scientifiques. Cependant, sur un certain rapport, la science l'a modélisé. La première étape pour saisir ce processus consiste à articuler ensemble l'isomorphisme, l'homothétie, la résonance et la transposition. Nous allons voir tout ça. Lorsque les données organiques se spatialisent au niveau du cerveau, la distance entre les données et l'observateur met à jour la puissance de la faculté imaginative. L'imagination est l'espace intérieur et elle met en distance chaque élément vibratoire et énergétique du corps dans un ordre d'organisation et dessine une image qui découle directement de la cinématique des données organiques. Ainsi, l'observateur peut voir en image ses propres données compressées dans son propre organisme à travers son imagination. En mathématiques, un isomorphisme est une transformation entre deux espaces qui préservent parfaitement la structure et les relations des éléments, même si l'apparence change. Si, dans notre biologie, l'élément A, la peur de l'abandon, est liée à l'élément B, une tension dans le plexus solaire, alors dans l'espace de notre imagination, l'image A', un enfant en pleurs, sera mathématiquement liée à B', un nœud de serpent noir. L'isomorphisme garantit que l'image est la traduction littérale et parfaite de notre état organique. Le monstre que nous voyons dans l'espace imaginatif possède exactement le même code source que l'inflammation dans vos cellules. L'homothétie est une transformation géométrique qui agrandit ou réduit une figure sans en changer la forme, comme un projecteur de cinéma.
Nos données organiques vibrent à une échelle microscopique ou quantique, cellules, synapses. L'observateur ne peut pas lire le microscope. L'appareil spatialisateur, le cerveau, applique une homothétie. Il agrandit, c'est-à-dire dilate l'information. L'onde cellulaire microscopique est projetée en taille réelle dans l'espace intérieur. Le frémissement d'une synapse devient, par homothétie, une cathédrale de lumière ou un paysage entier dans lequel l'observateur peut littéralement marcher. Comment une couche haute, l'esprit, communique-t-elle avec une couche basse, le corps, si elles ont des densités différentes? Eh bien, c'est par résonance sympathique. Si vous faites vibrer une pensée à une certaine fréquence, la couche organique inférieure, qui possède l'architecture isomorphe correspondante, notre estomac ou notre cœur, se mettra à vibrer par écho. La matière organique, la chair, le cortex visuel, le pont transducteur et la matière psychique, l'imagination, ne sont pas empilés comme des étages d'un immeuble. Ils sont superposés holographiquement au même point de l'espace. Ils ne sont séparés que par leur taux vibratoire. Une fois que la donnée est spatialisée, isomorphisme, et agrandie à taille humaine, homothétie, elle n'est plus une simple donnée, elle a subi une transposition. La transposition, c'est le moment où l'image passe du statut de reflet passif au statut de réalité opérative. Cependant, l'organisme humain ne doit pas se concevoir sur une surface plane et linéaire. Il est en corrélation avec d'autres plans superposés au sien et qui lui font miroir. Chaque plan suit les mêmes règles et les mêmes processus que décrits précédemment. Ils sont isomorphes, homothétiques, résonantes et agissent par transposition. Conséquemment, l'univers ne s'étend pas seulement en largeur, il s'étend en profondeur de densité. La dimension haute, l'information pure, la haute fréquence, et la dimension basse, la matière organique, la basse fréquence, occupent exactement le même espace physique en ce moment même. Elles se superposent sans se toucher, tout comme les ondes Wi-Fi, les ondes radio et la lumière visible traversent la même pièce simultanément sans se heurter, car elles vibrent à des fréquences différentes. La spatialisation organique est simplement la couche de réalité où la fréquence est réglée sur lent et solide. Plus nous nous élevons vers les plans de haute fréquence, plus les données sont compressées dans un espace compact et serré. Et toute cette architecture de l'espace subtil se déroule dans ce qu'il convient d'appeler le monde imaginal. Parce que le cerveau est fait de la même substance, seulement plus dense que le monde imaginal, il possède la même architecture géométrique fondamentale. L'isomorphisme garantit que les lois qui régissent l'esprit, les archétypes, les mathématiques, l'harmonie, sont structurellement identiques aux lois qui régissent nos réseaux neuronaux. Dès lors, l'homothétie explique le changement d'échelle. Le cerveau est fini et confiné dans un crâne, l'échelle humaine. Le monde imaginal est vaste et non local, l'échelle cosmique. L'espace de notre imagination individuelle est le projecteur de réduction qui permet à la conscience de traiter ce vaste espace en le ramenant à une taille gérable, tout en gardant sa forme exacte. Par conséquent, l'observateur ne regarde plus seulement un écran plat et localisé dans le cerveau, il pénètre dans le mundus imaginalis, et toutes les composantes organiques et les fonctions prennent forme. Puisque l'image, le monstre ou le paysage
est isomorphe à l'organe. Toute action effectuée sur l'image dans l'imaginal modifie instantanément la donnée organique dans la biologie. Si l'observateur, le méditant ou le psychonaute s'approche de l'entité monstrueuse dans l'imaginal et l'enlace avec compassion, la géométrie de l'entité change. Par isomorphisme inversé, la tension dans l'organe physique disparaît instantanément. Et bien dans l'imaginal, la basse densité, une information de projection rigide, notre part manager prend la forme spatiale d'une machine ou d'une armure géométrique. Dans l'organique, haute densité, cette même information descend dans le corps physique. Elle force les neurones de notre cortex V1 à s'aligner chimiquement via les équations de Turing pour produire exactement la même architecture en 3D. Le cortex visuel ne crée donc pas le monde imaginal, il est en résonance avec lui et lui est entièrement corrélé par un système de plans superposés. La spatialisation organique est la réplique physique de la spatialisation imaginale. C'est même sa part densifiée. Puisque les deux mondes sont isomorphes, des reflets parfaits l'un de l'autre, nous pouvons utiliser l'un pour modifier l'autre. La corrélation fonctionne dans les deux sens. Une violence psychologique frappe notre conscience. Elle se spatialise d'abord dans l'imaginal sous forme de démons ou d'ombres. Par isomorphisme, cette forme descend et altère notre biologie organique et elle crée des tensions musculaires, des maladies auto-immunes ou des ulcères. L'image agit sur le somatique autant que le somatique agit sur l'image. La densité corporelle influence l'imaginal autant que l'imaginal influence la densité corporelle. Vous l'aurez compris, ces entités ne résident pas dans un autre monde, mais elles évoluent dans une dimension parallèle tout en étant présents dans l'organisme. Dans la physique taoïste, l'essence yin, l'énergie qi et l'esprit shen occupent le même espace, mais à des degrés de densité différentes, comme l'eau, la glace et la vapeur. Sous DMT, la conscience de l'observateur est propulsée hors de la fréquence matérielle de la glace pour percevoir la fréquence de la vapeur. Ce monde parallèle est en réalité l'envers du décor de notre propre biologie. La fonction imaginative ouvre l'accès au monde imaginal car elle s'intonise avec lui. Ces entités existent donc bien dans notre organisme sous forme de chimie, d'organes et de fonctions et possèdent bel et bien une image perceptible dans le monde imaginal. Si l'on superpose l'anatomie occulte taoïste, la neuroanatomie moderne et les tropes récurrentes des voyages sous DMT, les correspondances sont frappantes. Les elfes, lutins mécaniques, ce qu'ils font sous DMT, ils semblent hyperactifs, souvent en train de réparer le corps du voyageur, de manipuler des rouages lumineux ou de construire la réalité géométrique. La lecture alchimique biologique, c'est la perception consciente de l'intelligence cellulaire et de l'ADN. Ce sont les petits fonctionnaires taoïstes du corps, la machinerie autonome qui reconstruit vos tissus 24 heures sur 24 sans que vous en ayez conscience. Ensuite, les êtres célestes de lumière, ce qu'on appelle les guides.
Ce qu'ils font sous DMT, ils transmettent un amour inconditionnel, de la sagesse économique par télépathie. Eh bien, la lecture alchimique biologique dit ceci. C'est la rencontre avec les esprits supérieurs du corps, le Hurun de la vision à long terme et le Shen pur. Neurologiquement, c'est l'activation maximale du néocortex supérieur et de la glande pinéale dégagée de toute peur. Ensuite, les reptiliens, insectoïdes et démons. Ce qu'ils font sous DMT. Ils sont souvent perçus comme froids, analytiques, territoriaux, parfois prédateurs ou liés à des opérations chirurgicales intrusives. La lecture alchimique biologique, c'est la confrontation avec le cerveau reptilien, le tronc cérébral, et l'intelligence de survie la plus archaïque. Dans l'alchimie taoïste, cela correspond au Po, l'âme corporelle et animale, et aux trois vers, ces intelligences primitives qui gèrent la survie basique, la peur, le territoire et l'égoïsme absolu. Par conséquent, ces entités ne sont pas des envahisseurs venus d'une autre galaxie. Elles sont nous. Elles sont les innombrables visages de la vie qui bourdonnent à l'intérieur de nous, traduites par le cerveau sous forme de vision pour que notre conscience puisse interagir avec elles. Maintenant, parlons de l'attention. Eh bien, on pourrait concevoir ceci dans l'exercice méditatif entre onde et corpuscule. Vous allez voir. La conscience ne peut pas analyser ce à quoi elle est fusionnée. Pour comprendre cette nécessité de l'espace, de la distance, de l'étendue qui sépare les données de l'observateur, il faut regarder l'évolution de la biologie et l'architecture même de notre cognition. Tant qu'une information biologique, une peur archaïque, une inflammation, un souvenir traumatique n'est qu'une fréquence nerveuse, nous sommes fusionnés à elle. Nous n'avons pas peur, nous sommes la peur. L'espace est l'outil du cerveau pour désidentifier la conscience de ses propres données. En projetant l'information devant nous, sous la forme d'une géométrie, d'une douleur localisée, dans un organe ou d'une entité sous DMT, le cerveau crée une scission. Le sujet n'est pas l'objet, la donnée spatialisée. Sans l'espace, la distinction n'existe pas. C'est à ce moment précis que nous pouvons également comprendre l'effet que porte notre attention sur ces phénomènes somatiques et des images. Lorsque notre attention est diffuse, flottante, comme dans une méditation profonde, sans objet ou un état de contemplation pure, nous ne sélectionnons aucune coordonnée précise dans le champ d'information. Dans cet état, nous sommes dans la superposition d'états. L'information où les données ne sont pas encore quelque chose, elle est tout potentiellement. Il s'agit de notre attention qui fonctionne comme une onde de probabilité. Le réel est perçu comme un océan d'énergie vibratoire. Il n'y a pas de corps ou d'entité distincte, car rien n'est arrêté par le regard. Dès que l'attention se porte sur un point, une peur, un désir, une partie du corps, un concept, elle agit comme un acte de mesure. En pointant notre attention, nous forçons l'onde à se localiser. La vibration se cristallise sur une coordonnée spatiale. C'est le passage de l'onde au corpuscule. C'est la création de l'objet. En focalisant sur une émotion, nous lui donnons corps, une densité. Nous créons une frontière et cette frontière est ce qui permet à l'information de devenir une sous-personnalité ou une entité, le lutin, le reptilien. Puis l'attention est focalisée, plus l'entité ou l'objet se densifie et devient solide, dense et réel pour l'observateur.
La guérison consiste à apprendre à l'attention à redevenir onde. En défocalisant, méditation, lâcher prise, antéogène, etc., on retire l'énergie qui maintenait la cohésion du corpuscule de douleur. L'entité se dissout, le blocage redevient onde et l'énergie est libérée dans le flux global. L'attention est donc l'unique curseur qui permet de naviguer entre les densités de l'univers. Si nous maîtrisons notre attention, nous maîtrisons le processus de densification et de fluidification de notre propre réalité. Et là, nous parlons de technologie de la conscience. Du quantum, de l'atome, de la chimie, des organismes cellulaires, des organes, du corps, de l'image, de l'esprit. Tout se déroule de manière simultanée et en superposition d'états. Lorsque l'attention se focalise sur un plan, une dimension ou un élément, elle pense que c'est cela la réalité. Lorsqu'elle se défocalise, elle comprend que tout est ondulation et fréquence. Le tout est un champ de conscience. Nous sommes un être multidimensionnel. La réalité n'est pas ce que nous voyons, mais ce que votre attention sélectionne. Dans cette vision du tout, nous pouvons lier définitivement l'approche scientifique avec la spiritualité et la conscience. Les plans sont des fréquences superposées occupant le même point et exactement comme toutes les ondes radio traversent votre pièce en ce moment. L'univers entier est une symphonie de données vibratoires pliées. Et quel est le médium dans lequel toutes ces ondes vibrent? C'est le champ de conscience unique. L'espace, le temps, la matière, l'esprit et les images ne sont que les motifs scématiques, les vagues et les écumes à la surface de cet océan de conscience pure. Nous ne sommes pas un corps ayant une conscience, nous sommes la conscience se focalisant pour faire l'expérience d'un corps. Voilà, nous avons terminé notre aventure. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.